Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la différence entre monitoring et observabilité. Et vous verrez que beaucoup d'entreprises se trompent en pensant faire de l'observabilité alors qu'ils sont en train de faire du monitoring déguisé. Déjà, avant de rentrer dans les différences, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire du monitoring ou faire de l'observabilité. Cela s'explique simplement par le fait que les entreprises sont perpétuellement en concurrence. Et donc, pour avoir une certaine légitimité, une certaine avance sur ses concurrents, il faut faire évoluer son SI pour qu'il puisse répondre le plus rapidement aux besoins métiers. Et donc ça pousse les entreprises à faire évoluer leur SI dans lequel on était historiquement sur du mainframe, on est passé sur des machines physiques, on est passé sur des VM, désormais les entreprises passent sur des containers, les entreprises passent sur du microservice. Bien évidemment, pendant toutes ces phases, en fonction des choix de l'entreprise, certains vont aussi évoluer vers du cloud. Et donc vous comprenez que peu importe que vous soyez issu de la machine physique, de la VM, du container, du microservice, vous aurez besoin de surveiller vos infrastructures parce que c'est bien de faire la meilleure évolution, c'est bien de mettre les meilleurs outils. Si vous n'êtes pas capable de détecter rapidement et de corriger de la même manière aussi rapidement les dysfonctionnements, cela au final ne servirait à rien, voire aggraverait la problématique. Et donc, c'est pour justement être capable de surveiller et donc de corriger le plus rapidement que les entreprises se sont tournées historiquement vers le monitoring et dans les nouveaux déploiements, les évolutions des entreprises, les entreprises de la même manière qu'ils ont fait évoluer le SI pour le rendre beaucoup plus robuste, beaucoup plus performant, ont aussi décidé de faire évoluer leur système de surveillance pour qu'il passe d'une approche de type monitoring vers une approche de type observabilité. Et donc, sans plus tarder, on va rentrer sur la différence. Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai dit en introduction que beaucoup d'entreprises pensent faire de l'observabilité alors qu'ils sont en train de faire du monitoring déguisé. Et ça, c'est simplement dû au fait que ces entreprises n'ont pas pris le temps de comprendre la philosophie qu'est l'observabilité par rapport à la philosophie du monitoring. Je m'explique. Quand vous arrivez dans certaines entreprises, vous avez des outils modernes qu'on va appeler des outils d'observabilité. C'est du Dynatrace, de l'Elastic, du Grafana, du Prometheus, du Datadog. C'est des outils qui sont compatibles avec l'observabilité. Et donc, certaines entreprises vont se dire, il me suffit d'installer dans mon entreprise du Dynatrace pour confirmer que je fais de l'observabilité. Alors que vous pouvez installer ces outils, mais si vous ne faites pas un changement de philosophie, vous allez être en train de faire du monitoring avec des outils d'observabilité. Et donc, c'est l'erreur que certains vont commettre, c'est de se dire, il suffit que je quitte de mon outil historique qui était du Nagios Centrion, je passe à un Datadog pour dire que je fais l'observabilité, alors qu'il y a aussi un changement de philosophie. Et ce changement de philosophie, je l'ai résumé en 3 axes. Déjà, historiquement, quand les entreprises commençaient à faire du monitoring, on était plutôt sur des déploiement de type monolithe. Les monolithes, ça veut simplement dire que lorsqu'on faisait le développement applicatif, on n'était pas dans les approches qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de séparer le front, séparer le panier, séparer l'affichage, séparer l'espace client, et ainsi de suite. Ça n'existait pas. Donc, on avait un seul code applicatif qui répondait à l'ensemble des problèmes. Ça avait comme gros avantage que les interconnexions entre les différents composants étaient natifs. Mais ça posait un problème lorsque les entreprises voulaient absorber des pics d'activité. Tout simplement parce que quand tu étais dans le monolithe, c'était un gros développement applicatif. Et donc, on voulait faire monter en charge. Des fois, les visiteurs avaient maximum besoin d'infrastructures sur la partie affichage du catalogue. Mais comme on était dans une infrastructure monolithe, ça nous faisait aussi multiplier le panier. Alors que sur les 1000 visiteurs qu'on a dans le catalogue, lorsqu'on est dans un site de e-commerce, on a ce qu'on appelle le tunnel de vente qui fait que sur les 1000 personnes qui sont dans la page d'affichage de nos articles, on sait très bien qu'on n'aura jamais 1000 personnes au niveau du panier parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de perte pendant le parcours. Et donc, ça faisait que les entreprises se retrouvaient en train de multiplier des infrastructures qui étaient inutiles. Et donc, c'est ce besoin qui a fait donc que les entreprises sont désormais en train de quitter le monolithe
pour passer dans des architectures plutôt de type microservice. Et donc, quand on prend la même application qui était développée en monolithe dans un seul bloc, désormais, l'application est divisée en plus petites unités dans lesquelles on a un bloc, un microservice qui va gérer uniquement le panier. On aura un microservice qui va gérer l'espace client. On aura un microservice qui va gérer l'affichage. Donc, ça, c'est les choix que l'entreprise fait pour le découper. Et donc, vous comprenez que on a aussi, de la même manière que on était dans un environnement de type monolithe, l'entreprise est en train de passer d'un environnement de type microservice. Et ça pose un problème parce que quand on est dans des déploiements de type monolithe, on est sur des blocs 7 volumineux, mais le fait qu'on était sur un bloc unitaire fait qu'on était dans un parc informatique plutôt limité. On était sur des machines physiques, on était sur des VM, ça permettait d'avoir un parc limité. Mais dès le moment que vous prenez un monolithe qui était un bloc unitaire qui tournait sur une VM et que vous la découpez peut-être en 10 microservices, vous comprenez que ces microservices vont être donc déployés sur des containers, sur des serverless, et donc ça fait que l'infrastructure se démultiplie. On va quitter du 1 pour 10, 1 pour 20. Et donc vous comprenez que la maîtrise du parc, on la perd. Et ça devient encore plus flagrant lorsqu'on a un pic d'activité. Comme on l'a dit tout à l'heure, le but de tout ça, c'est d'absorber le pic. Et des fois, lorsque l'entreprise va faire des opérations commerciales et s'attend sur sa plateforme en temps normal à avoir 1000 visiteurs secondes, et lorsqu'elle fait des opérations commerciales intéressantes, elle sait qu'elle peut atteindre le 5000, 10 000 visiteurs. Et donc, la même architecture qu'on avait déjà explosé pour passer en microservice, on doit de nouveau l'exploser pour absorber le pic. Et donc, vous comprenez qu'on perd la maîtrise du nombre d'éléments. Et donc, quand on est dans une approche monolithe avec des outils tels que du Nagios, Centreon, on était dans des approches déclaratives. Et donc, ça fait que dans ces outils de monitoring, il fallait aller déclarer chacun des composants, que ce soit des machines physiques, des VM, et pour ceux qui continuent à faire du monitoring avec des infrastructures de type microservice, il fallait déclarer chacun des conteneurs. Et vous comprenez que plus vous multipliez le nombre d'éléments, plus ça devient complexe de déclarer chacun des éléments. Et c'est pour cela que les entreprises, on recommande aux entreprises qui sont plutôt en train de basculer vers du microservice, de basculer aussi dans une approche plutôt de type observabilité, dans laquelle on verra devant que ce n'est plus à l'outil d'observabilité, dans l'outil d'observabilité qu'il faut déclarer tous les composants à surveiller, mais désormais on laissera chacun des composants, lorsqu'il est créé, lorsqu'il est détruit, de renseigner et d'informer l'outil d'observabilité de son apparition ou de sa disparition. Donc vous comprenez déjà la première différence, c'est entre le monitoring et l'observabilité, c'est que quand on est dans une approche monitoring, on déclare tous les composants à surveiller, alors que lorsqu'on est dans une approche de type observabilité, on ne fait plus de déclaration. Et c'est pour cela que si vous prenez une étude d'observabilité et que vous mettez encore à déclarer les composants, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de faire l'observabilité, mais vous êtes en train de faire du monitoring déguisé avec des outils d'observabilité. Pour entrer dans la deuxième différence, historiquement, lorsqu'on faisait le monitoring, on avait des équipes de dev qui étaient en charge d'implémenter les fonctionnalités qui étaient demandées par le métier. Et lorsque ces fonctionnalités étaient testées, validées, le développement applicatif était livré aux équipes opérationnelles. Et ce sont ces derniers qui avaient en charge de mettre en place tous les éléments de surveillance de type monitoring. Et donc, vous comprenez donc que de nos jours, les entreprises, avec l'évolution du SI, les entreprises sont en train de basculer vers une approche plutôt de type DevOps. Et donc, vous comprenez que dans cette approche, on essaie de limiter les frontières. Et le fait de limiter ces frontières fait que désormais, lorsque vous faites de l'observabilité, vous devez rester compatible avec les principes du DevOps, c'est-à-dire la frontière entre le DevOps et les opérationnels, vous devez la supprimer. Et ça fait donc dire que désormais, quand on fait de l'observabilité, les développeurs doivent être de la même manière impliqués. Certes, ça ne va pas être à part égale, mais vous verrez, si vous suivez nos différentes formations, on va vous expliquer comment est-ce que au niveau développement, on peut implémenter un certain nombre de paramétrages pour rendre votre observabilité la plus fluide possible. Et donc, vous comprenez la deuxième différence, c'est que quand on faisait le monitoring, c'était une affaire d'opérationnel, alors que lorsqu'on passe en mode observabilité, une approche plutôt observabilité, ce n'est plus une affaire d'opérationnel, c'est une approche de toutes les parties prenantes de l'entreprise, plutôt une approche de type DevOps. Pour passer à la troisième grosse différence entre le monitoring et l'observabilité, c'est ce qu'on appelle une approche connue. Beaucoup me disent souvent c'est un oxymore, je vais expliquer pourquoi est-ce que on parle des connus. Quand on faisait
du monitoring, en général, on savait d'avance qu'on voulait surveiller. Et ça, c'était des éléments qui étaient définis à partir de nos retours d'expérience. On a déployé une application, on s'est rendu compte qu'elle a craché parce qu'elle manquait de mémoire. Ok, on va donc dans l'outil de monitoring, on met une surveillance sur la mémoire. On remet l'application en prod, on se rend compte qu'elle crache, mais on se rend compte que une fois elle a craché à 60% de consommation, on n'a pas réagi assez rapidement et on s'est rendu compte qu'à 80, tout est allé en incident. Et donc, on rentre dans un monde où il faut définir non seulement des critères, mais ensuite, on va définir des seuils. On va surveiller la mémoire et pour la mémoire, on va définir des seuils. Et c'est ça qui fait qu'on dit qu'on est dans le monde connu parce que quand on fait du monitoring, on doit d'avance savoir ce qu'on veut surveiller. Et derrière, on doit aussi savoir d'avance les critères qui vont déclencher des alertes. Alors que lorsqu'on rentre dans un monde d'observabilité, comme je l'ai dit, on rentre dans un monde de microservices, ça veut dire qu'on rentre dans de la containerisation, on rentre dans de l'orchestration, on rentre dans du serverless, on rentre dans du cloud. Ça fait que les infrastructures sont déployées très rapidement et sont détruites très rapidement. On n'a même pas le temps de se rendre compte qu'elles ont été déployées, qu'elles ont déjà été détruites. Et donc, ça fait que, avec aussi la modernisation du SI, dans les entreprises, historiquement, on avait un développeur qui était plutôt spécialisé PHP, donc il faisait tous les développements d'entreprise en PHP. Mais aujourd'hui, vous avez dans la même entreprise, le projet 1, il est en PHP, le projet 2, il est en Go, le projet 3, il est en React. Et ça fait que les équipes d'observabilité se retrouvent en train de suivre un pack dont ils ne maîtrisent pas. Et le but de l'observabilité, ce n'est pas d'avoir des ingénieurs observabilité qui sont experts de tous les technos, et c'est justement ça la clé de valeur qu'apporte l'observabilité. C'est que désormais l'ingénieur observabilité va suivre des infrastructures dont il ne connaît même pas les tenants et l'aboutissant. Je n'ai pas besoin d'être expert React pour suivre une application React. Et là, c'est là plus tard dans les minutes qui suivent qu'on va expliquer pourquoi est-ce que l'approche est totalement différente, dans laquelle je me retrouve en train de suivre des infrastructures pour lesquelles je ne connais même pas de principe de base de développement. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les inconnus. Donc, je ne sais même pas où se trouve mon infrastructure parce qu'entre le on-premise, entre le cloud, entre ceux qui vont être déployés sur la VM, entre ceux qui vont être déployés, il y a une série d'inconnus. Donc, déjà, je ne sais même pas le où, je ne sais même pas le quoi. Et donc, vous comprenez qu'on est dans un monde vraiment d'inconnus. Et comme on l'a dit, quand on est dans le monde du monitoring, on était dans du connu. Et en plus, on connaissait les seuils qui étaient en général des retours d'expérience qui étaient partagés entre les entreprises. Mais vous voyez, vous ne savez même pas où c'est déployé. Vous ne savez même pas si c'est du cloud. Vous ne savez même pas si c'est du on-premise. Vous ne savez même pas si c'est du pod. Vous ne savez même pas si c'est du container. Vous ne savez même pas si c'est du Docker. Vous ne savez même pas si c'est du Podman. Mais vous devez mettre en place des alertes. Et donc, ça fait que non seulement vous ne connaissez pas les éléments, mais c'est des technos que vous ne maîtrisez même pas. Quels sont les seuils que je dois mettre? Et c'est pour cela qu'on dit la différence notable, c'est que désormais on est dans une approche plutôt inconnue. Et c'est ça la force de l'observabilité, c'est que l'observabilité va nous aider à déclencher automatiquement les seuils, et c'est ce qu'on va appeler dans le monde de l'observabilité, au lieu d'essayer de se renseigner sur l'application, on dit qu'on va rendre l'application observable. Et pour rendre une application observable, c'est ce qu'on verra sans plus tarder. Avant de commencer, on va d'abord définir c'est quoi l'observabilité. Donc, vous l'avez compris, on a vu la différence monitoring, observabilité. Donc, il ne faut plus faire ce genre de confusion. On a vu les trois piliers. Ça peut être au niveau monolithe, ça pouvait être au niveau des personnes impliquées, Ops, DevOps. Ça pouvait aussi être au niveau des inconnus ou bien des connus, qu'on pouvait aussi faire les trois grosses différences. Donc, ne faites plus de confusion entre ces deux éléments. Bon, maintenant, si je veux rentrer spécialement dans la définition de l'observabilité, l'observabilité se définit comme étant la capacité à connaître l'état interne d'un système à partir des données qu'elle émet. Et lorsqu'elle va émettre des données, on dit qu'un système est donc observable. Et donc, vous comprenez, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsque je voulais suivre mon infrastructure PHP, en général, il fallait que je me documente sur du PHP pour savoir quels sont les éléments à surveiller, quels sont les seuils à positionner. Mais lorsqu'on est dans une approche plutôt de type observabilité, je n'ai plus besoin de connaître intrinsèquement. Je peux connaître, ça va m'aider dans certaines analyses, mais quand il s'agit de juste mettre des seuils, je n'ai plus besoin parce que dans une approche observabilité, on a privilégié l'approche
de rendre le système observable. Et c'est le système désormais qui va émettre tout seul un certain nombre de données. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que avec le temps, on s'est rendu compte que vous mettez quelqu'un qui se connaît un peu en PHP, il va définir des seuils. Des fois, ça va être des bons, des fois, ça va pas être des bons. Et ça a comme conséquence que entre deux entreprises, on va plus ou moins bien suivre en faisant du monitoring. Quand on est dans une approche observabilité, c'est l'éditeur qui va, au travers d'un certain nombre de méthodes que vont mettre en place des solutions d'observabilité, va automatiquement renvoyer un certain nombre de métriques qu'il va juger important à suivre. Et donc, pour présenter la quatrième différence entre le monitoring et l'observabilité, c'est que quand on fait le monitoring, on définit nous-mêmes les éléments à surveiller, alors que lorsqu'on fait de l'observabilité, c'est l'éditeur qui va définir lui-même les seuils à superviser. Et donc ça a comme conséquence que lorsqu'on a du monitoring, on est sur un nombre d'indicateurs fixés, puisque c'est nous qui définissons combien on veut. C'est plus ou moins variable. Mais lorsqu'on a un monde d'observabilité, on se retrouve avec beaucoup plus de données, parce que l'éditeur, par défaut, va nous renvoyer toutes les données dont il juge pertinentes. Et puis quand on a une approche observabilité, ce sera maintenant à vous, par rapport aux indicateurs que l'éditeur a trouvé pertinents, ce sera maintenant à nous de les classer et de les prioriser. Ça, c'était la quatrième différence entre monitoring et observabilité. Comme j'ai dit, lorsqu'on fait de l'observabilité, on dit qu'il faut rendre le système observable. Et donc, pour cela, les éditeurs vont vous fournir des SDK, donc du Dynatrace, du Elastic. Ils vont vous fournir tous des SDK que vous pouvez renseigner dans vos développements applicatifs. Et ces SDK qui vont permettre d'émettre ces genres de données. À côté de ça, vous avez aussi des agents que vous pouvez installer sur les machines qui vont se charger de renvoyer les bons indicateurs. Et puis, bien évidemment, les entreprises sont de plus en plus en train d'aller vers le protocole OpenTelemetry. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, chacun des éditeurs vous fournissait son SDK. Et ça avait comme conséquence qu'on était dans ce qu'on appelle du vendor locking. C'est-à-dire le fait d'avoir développé votre application avec le SDK de Dynatrace, ça fait que si en cours de route, commercialement parlant, vous vous entendez plus, ne vous accordez plus sur la facturation et que vous décidez de quitter l'éditeur, en général, la conséquence serait de redévelopper toutes vos applications. Et ça, c'est ce qu'on appelle du vendor locking. Et donc, certaines entreprises courageuses se lancent dans le redéveloppement pour changer les SDK. Et donc, pour vous aider à ne plus vous retrouver dans des situations de vendor locking, c'est qu'il y a le nouveau standard qui s'appelle OpenTelemetry. Ça veut dire désormais, au lieu d'insérer dans vos développements des SDK propriétaires, c'est donc préférable d'insérer un SDK OpenTelemetry qui a comme avantage de ne pas être propriétaire. Ça fait dire que il est open source, c'est la communauté qui participe. Et le deuxième avantage, c'est que quand il va collecter les données, il pourra vous l'envoyer vers l'outil d'observabilité de votre choix. Dans le même SDK OpenTelemetry pourra renvoyer vers un Dynatrace, un Datadog, un Elasticsearch. Et ça fait que vous êtes plus dans du vendor locking. Vous êtes libre désormais. Si vous n'entendez pas, vous avez même plus à redévelopper vos applications puisque le SDK OpenTelemetry pourra passer d'un éditeur à l'autre. Et donc, quand on rajoute ces SDK au niveau applicatif, quand on installe ces agents au niveau des machines, au niveau des conteneurs, désormais on dit que le système est devenu observable. Et donc, quand il est observable, il va émettre des données et ces données, on dit que ce sont les piliers de l'observabilité. Ils sont en trois catégories. Il y a les logs qui représentent simplement les événements qui sont en général horodatés, c'est-à-dire à 10h15, il y a l'utilisateur X qui s'est connecté à la base et a fait telle action. Ça, c'est ce qu'on appelle les logs qui sont des événements. À côté, vous avez aussi les métriques, c'est-à-dire le système va émettre des indicateurs. Je suis actuellement à 60% de consommation CPU, je suis à 80% de consommation mémoire, et ainsi de suite. Ça, ce sont les métriques. Et puis, les métriques et les logs, c'est très bien, c'est les bases de l'observabilité, mais assez rapidement, les entreprises qui veulent aller plus loin vont se rendre compte que les composants qu'ils ont besoin d'interagir. Et donc, que ce soit les logs ou les métriques, elles n'ont pas été conçues pour représenter ces chaînes d'interaction. Et donc, désormais, les entreprises vont beaucoup travailler sur les traces parce que, en général, les traces vont vous permettre de faire ce qu'on va appeler le bout à bout,
C'est-à-dire, elle va pouvoir vous représenter les interactions entre les différents composants et vous pourrez donc plus facilement identifier où se trouve le point de dysfonctionnement. Et c'est pour cela qu'en général, en anglais, on va parler du where pour les classes, puisque il va vous aider à identifier le où, la localisation, alors que les logs vont plutôt vous aider à identifier le pourquoi. J'ai le composant plutôt de type middleware qui est en erreur, et donc je vais voir dans les logs et on va me dire, la log va me dire c'est plutôt l'accès à la base de données qui ne fonctionne pas. Et donc le dernier élément c'est plutôt le what, donc c'est les métriques. Donc qu'est-ce qui a, comment est-ce que l'élément s'est manifesté. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'observabilité. L'autre élément que les entreprises confondent beaucoup, c'est que lorsqu'on parle d'observabilité, en réalité, on est en train de parler de l'observabilité des systèmes. Donc, la définition que j'ai donnée tout à l'heure comme étant celle de l'observabilité est en fait la définition de l'observabilité des systèmes. À côté de l'observabilité des systèmes, vous avez ce qu'on appelle l'observabilité des données. Et l'observabilité des données se fait à 5 niveaux. En général, c'était très flagrant lorsque les entreprises sont sur des infrastructures qui ont des très mauvais débit réseau. Donc, ça avait comme conséquence qu'on avait des goulots d'étranglement au niveau réseau, mais de plus en plus d'entreprises déploient des infrastructures beaucoup plus robustes, beaucoup plus résilientes. Et ça a comme effet de garantir un certain nombre de paramétrages sur l'observabilité des données. Donc, sans plus tarder, je vais donc vous expliquer c'est quoi l'observabilité des données qui se divise en 5 plans. Le premier plan, c'est déjà de définir la fraîcheur. Parce que comme on l'a dit, quand on fait l'observabilité, c'est chaque système qui va émettre. Et donc, imaginez le scénario, le système vous a émis à 10 heures qu'il était à 80% de consommation CPU. Mais vous, au niveau de votre solution d'observabilité, votre donnée n'est pas fraîche. C'est-à-dire, vous avez l'avant-dernière. Donc, à votre niveau, vous avez une information qui vous dit votre serveur est plutôt à 60%. Et donc, vous allez prendre une décision sur le 60% alors que dans la réalité, votre serveur est à 80%. Et donc, vous voyez les conséquences. Ça veut dire que vous êtes en incident alors que vous ne vous rendez pas compte. Et donc, c'est ça aussi l'observabilité. Il faut surveiller que toutes les données d'observabilité qui sont émises arrivent bien à la solution d'observabilité. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la fraîcheur. À côté, ça revient aussi, c'est le même cas d'utilisation, c'est la notion de distribution. C'est j'ai collecté une donnée, comment vous devez vous assurer que cette donnée arrive bien à destination. Vous comprenez donc bien que la distribution et la fraîcheur sont intrinsèquement liées. Si vous avez un problème de distribution, vous aurez forcément un problème de fraîcheur. Mais des fois, il faut suivre séparément ces indicateurs parce que un problème de fraîcheur peut cacher aussi des problèmes de distribution. Et donc, à côté de ça, vous avez aussi la notion de volume. Parce que, imaginez un scénario où votre système vous a émis 10 données. Si dans votre processus de distribution, vous vérifiez juste que si ça a été distribué, sans vérifier le volume, ça veut dire qu'en bout de chaîne, vous allez prendre des décisions erronées parce qu'au lieu de prendre une décision sur 10 données, vous allez prendre une décision sur 8 données parce que vous n'avez pas vérifié le volume. Et donc, ça aussi, c'est un élément très important quand vous faites l'observabilité des données parce que devant, que ce soit au niveau de vos indicateurs de surveillance ou bien dans la prise de décision au niveau des managers, si vous n'avez pas le bon volume, vos indicateurs d'incidents sont mauvais et vos managers prendront de mauvaises décisions parce qu'ils prendront des décisions sur un pack limité d'informations. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'observabilité. Dans l'observabilité des données, il y a aussi ce qu'on appelle le schéma. Ça veut simplement dire que lorsque votre solution va émettre un état, vous devez garantir que cet état, c'est exactement l'état que vous avez. Ça, c'est tout ce qui va être le man of the middle, tout ce genre de choses. Comment est-ce que vous devez garantir que la donnée arrive correctement à destination? Et puis, on a aussi dans l'observabilité des données ce qu'on appelle le linéage. Le linéage, c'est votre donnée, lorsqu'elle va être émise, elle va traverser un certain nombre de composants réseau, elle va traverser un certain nombre d'équipements. Vous devez garantir que tous ces équipements n'altèrent pas la donnée parce que au cours de son chemin, il y a tout ce qui est réencapsulation. Ça, c'est le phénomène normal qu'on fait de la gestion réseau. Mais l'encapsulation doit se limiter à de la réencapsulation. La donnée ne doit en aucun cas être altérée. Et ça, c'est des aspects que vous devez absolument prendre en compte parce que si vous passez du monitoring à l'observabilité et vous ne suivez pas ce genre d'indicateur, vous êtes en train de faire du monitoring déguisé.
Bien évidemment, pour suivre tous ces éléments, les solutions d'observabilité seront aussi là pour vous aider dans ce travail. La cinquième différence entre le monitoring et l'observabilité, c'est que quand vous allez faire du monitoring, vous aurez ce qu'on va appeler dans le monde utile, on va appeler ce qu'on appelle la détection. C'est-à-dire le fonctionnement même de la surveillance. C'est, on a un dysfonctionnement, il faut déjà le détecter. Plus votre système de surveillance est mauvais, plus il mettra du temps à détecter. Donc que vous soyez en monitoring ou en observabilité, vous allez détecter. Bien évidemment, l'observabilité va vous mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont vous aider à détecter plus rapidement, mais dans les deux cas, les systèmes ont des approches qui vont vous aider dans la détection. La deuxième des phases, c'est ce qu'on va appeler le diagnostic. Et c'est là la grosse différence entre les deux. C'est que les solutions de monitoring ne vont vous aider qu'à détecter. J'ai détecté qu'on a consommé 80% du CPU, je m'arrête là pour du monitoring. Alors que quand vous êtes dans des solutions d'observabilité, elles vont aller au-delà. Elles vont même des fois vous aider. Et c'est pour ça que la quasi-totalité des solutions modernes d'observabilité intègrent de l'intelligence artificielle qui, à partir des éléments détectés, va vous aider à prendre des décisions. Et plus la solution d'observabilité est moderne, plus elle pourrait être assez précise pour vous faire des corrélations, pour vous dire en fait, sur tous ces 5 problèmes que vous avez, en fait, tout découle de tels problèmes qu'il faut juste corriger et ça corrigera par ricochet tous les autres. Ça, c'est la phase de diagnostic. Et la dernière phase dans laquelle les solutions d'observabilité vont aussi vous aider, c'est ce qu'on appelle l'autorémédiation. C'est-à-dire, compte tenu du fait que la solution d'observabilité est capable de vous donner la raison du dysfonctionnement, les solutions d'observabilité modernes sont capables de déclencher des événements. Si vous êtes dans un scénario d'une entreprise qui a par exemple de l'Ansible pour ses tâches de configuration, vous pouvez dire à votre solution d'observabilité qu'en fonction du cas dans lequel tu vas te retrouver, au lieu d'envoyer un email, au lieu de créer un ticket dans ServiceNow, tu déclenches un playbook Ansible qui va aller remédier automatiquement. Et ça, en observabilité, on appelle cela l'autoremédiation. C'est-à-dire, la solution d'observabilité va détecter, diagnostiquer et même corriger tout seul votre dysfonctionnement. Et puis, bien évidemment, la dernière phase, lorsqu'on est dans la gestion des incidents, dans ce qu'on appelle le downtime, c'est ce qu'on appelle le recovery. Bien évidemment, le recovery, c'est le temps que le système retrouve un état normal. Les solutions d'observabilité ne vous aideront pas. Mais quand vous êtes sur la partie downtime, dans le mean time to repair, dans le temps de la détection et de la réparation, les solutions d'observabilité pourront vous aider jusqu'à la partie recovery, alors que les solutions de monitoring se limiteront à la phase de détection. Donc ça, c'est les 5 principales différences que vous devez maîtriser pour ne pas vous retrouver en train de faire du monitoring déguisé. Et c'est quand vous maîtriserez ces 5 différences que vous pourrez pleinement tirer profit de l'observabilité et éviter de faire du monitoring déguisé. Bien évidemment, Gartner a mis en place ce qu'il appelle son cadran magique dans lequel il essaye de classer les différentes solutions. Ce cadran, il date de 2024, donc chaque année, il sort un nouveau cadran. Et donc, en termes de solutions, vous avez des solutions telles que du Dynatrace, du Datadog qui sont très en avance. C'est ce que Gartner appelle les solutions dans le panel des leaders qui vont vous permettre d'aller très loin dans la mise en place de l'observabilité. Quand on prend une solution comme du Dynatrace, elle est équipée d'une intelligence artificielle qui s'appelle Devis, qui pourra par exemple vous aider dans les phases d'analyse pour vous identifier ce qui va appeler les root causes, quelle est la cause réelle de ce dysfonctionnement. À côté de ça, des solutions aussi modernes comme Dynatrace ou autres ont la capacité à, au lieu de créer des tickets, de déclencher un playbook Ansible. Et c'est pour cela que quand vous allez dans ces solutions, l'approche doit être différente. Quand vous faites du monitoring, en général, les entreprises envoient un email, c'est créer un ticket dans la console. Non, ça, ce n'est plus l'observabilité. Vous devez rattacher votre surveillance d'observabilité à des actions concrètes et des actions de valeur ajoutée. Je déclenche un playbook quand je suis dans un certain nombre d'actions bien identifiées et bien configurable. Parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas déclencher n'importe quel playbook, donc il faut lui dire que tu te déclenches sur tel ou tel type d'événement.
Et donc, bien évidemment, quand on veut faire de l'observabilité, il y a un certain nombre de choses que les entreprises font comme erreur. Quand on était dans du monitoring, en général, on adaptait, on faisait un comportement en fonction d'un certain nombre de paramétrages. Mais lorsque vous basculez dans de l'observabilité, il y a deux choses que vous devez absolument respecter, quelle que soit votre entreprise. Bien évidemment, certaines entreprises ne le respectent pas à cause des contraintes d'organisation, des fois à cause des choix techniques qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais autant que possible, essayez de respecter ces deux règles pour faire une bonne observabilité. Et ces deux règles se résument en la première qui est la standardisation. Quand vous rentrez dans l'observabilité, vous devez rentrer dans le monde de la standardisation. Plus vous allez standardiser, plus vous verrez que la gestion de votre observabilité au quotidien sera de temps plus facile. Et donc, quand je fais des accompagnements en entreprise, des fois, les personnes disent, vous mettez trop de temps dans la standardisation. Non, c'est beaucoup de temps comme la standardisation, mais derrière, c'est du temps qu'on gagne parce que les process par la suite deviennent fluides. Moi, quand je suis en entreprise, je fais beaucoup de standardisation avec les équipes de dev pour imposer des formats. Bien évidemment, je ne suis pas dans l'imposition. J'ai dit imposer tout simplement parce qu'on fait des réunions avec les devs et on essaie de trouver un accord dans lequel désormais on se dit si on doit loguer par exemple le timestamp, on décide par exemple que tout timestamp dans l'entreprise doit être logué en HTTP date. Ça, une fois que tous les développeurs l'ont accepté, on le met en place et quand vous êtes dans les solutions d'observabilité, vous verrez que ça réduira la complexité de vos configurations parce que vous aurez standardisé et donc la solution d'observabilité sera dans un nombre de cas limité et optimisera donc ses ressources à vous donner de la valeur ajoutée au lieu d'être là en train de traiter un cas de la date qui commence par le mois, un autre cas où ça commence par l'année. Et donc, plus vous allez standardiser, plus vous verrez que vos outils d'observabilité seront performants parce que les outils d'observabilité modernes, dès que vous les installez, ils viennent avec des standards. Et donc, dès que vous respectez les standards dans votre chaîne de développement, dans votre chaîne de gestion de logs, vous n'avez plus rien à faire dans les consoles parce que la solution d'observabilité par défaut attend des standards. Et le deuxième élément indispensable quand vous travaillez dans de l'observabilité, c'est ce qu'on va appeler l'automatisation. Vous devez absolument automatiser au maximum. Les outils d'observabilité modernes ont tous une API qui vont vous permettre d'interagir à partir de vos composants externes et même, comme on l'a vu, avec des outils d'observabilité, vous pouvez même interagir aussi avec des outils externes, comme on l'a vu avec de l'Ansible. Dans nos différentes formations que je vous invite à suivre sur l'observabilité, on va développer plus profondément. On a développé, vous avez des vidéos où on développe l'autoremédiation, où on explique comment est-ce que Dynatrace fera appel via des webhooks à Ansible pour lui faire déclencher un certain nombre de tâches. Tout ça c'est développé, mais quand vous êtes en entreprise, standardisez au maximum vos process parce que plus vos process sont standardisés et vous verrez que la mise en place d'observabilité sera rapide et efficace. Et la deuxième des choses, c'est que vous devez automatiser le maximum des tâches. Et comme je l'ai dit, les solutions modernes d'observabilité sont pleinement compatibles avec l'automatisation. Donc, n'hésitez pas à automatiser au maximum vos tâches. Vous ne pourrez que en sortir gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a répondu à vos interrogations sur la différence entre monitoring et observabilité. N'hésitez pas à regarder notre vidéo où on va développer chacun des sujets autour de l'automatisation, la standardisation, les piliers de l'observabilité et puis bien évidemment nos différentes formations qu'on fait sur les différentes solutions d'observabilité. C'est du Dynatrace, c'est du Elasticsearch, c'est du Grafana, Prometheus. On a des formations, on a des vidéos. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo.